Je voudrais poser quelques petites questions à son Excellence, à Monsieur le Premier ministre. Bien. Monsieur le Premier ministre, moi je voudrais vous dire d'abord merci pour le combat titanesque que vous ne cessez de déployer pour que, enfin, la Guinée soit un pays démocratique, pour qu'il y ait une alternance démocratique et politique en Guinée. Vous et vos pairs, je voudrais vous dire grand merci. Monsieur le Premier ministre, dites-nous, trouvez-vous normal qu'un groupe de personnes s'empare du pouvoir par effraction et que ce même groupe de personnes vous interdise, vous, force vive, d'exercer un droit constitutionnel, la manifestation? Trouvez-vous cela normal? Vous savez que chaque fois qu'il y a des changements anticonstitutionnels, la communauté internationale œuvre toujours pour la restauration de l'ordre constitutionnel. C'est dans ce cadre-là que nous avons agi. Très bien. D'accord. Monsieur le Premier ministre, j'ai entendu des questions ici qui vous ont été posées, comme si vous étiez vous-même renvoyé devant ce tribunal criminel, alors que vous n'êtes qu'une victime. On vous demande même, on vous parle de complot. Est-ce que dans cette affaire tragique du 28 septembre, c'est l'affaire de complot qui vous intéresse? Est-ce que c'est la façon dont le CNDD a perdu le pouvoir qui vous intéresse? Ou bien c'est pourquoi les événements tragiques du 28 septembre? Je pense que nous avons répondu plusieurs fois à cette question. Oui, c'est intéressant, Excellence. Vous savez, la répétition enrichit la connaissance. Je me suis largement prononcé sur cette question de complot et j'ai dit que je laisse la responsabilité à ceux qui ont annoncé cette histoire de complot à laquelle, moi, personnellement, je n'y crois guère. D'accord. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'aujourd'hui, on peut croire à cette hypothèse, selon laquelle, si c'est le CNDD qui était là jusqu'à aujourd'hui, vous seriez aujourd'hui, vous et vos pairs, soit exilés, soit emprisonnés, vu que vous étiez indexé dans un rapport de commission d'enquête nationale comme étant principaux responsables du massacre du 28 septembre? Oui, en faisant de la fiction, on peut raisonnablement le penser. Très bien. Très bien. Très bien. Monsieur le Premier ministre, nous, partis civils, nos victimes, c'est vrai que ce n'est pas nous qui déclarons tel ou tel coupable, c'est le tribunal. Mais est-ce qu'on peut tenir responsable le membre du CNDD et son président de l'ensemble des atrocités commises le jour du 28 septembre et pendant les jours suivants? Est-ce que nous pouvons les tenir responsables de l'ensemble de ces atrocités? On ne les déclare pas coupables, mais nous les tenons pour responsables de l'ensemble de ces atrocités, n'est-ce pas? C'est notre sentiment aussi. Très bien. Très bien. Très bien. Dites-nous, Monsieur le Premier ministre, c'est par quel moyen? Est-ce par téléphone? Est-ce par courrier? Est-ce par déclaration radio-télévisée que le CNDD vous a montré son opposition à ce que vous teniez, vous débutez au stade du 28 septembre? Comment vous l'avez su? Nous n'avons pas été informés d'une opposition du CNDD. Nous ne nous sommes pas adressés au CNDD, nous sommes adressés aux autorités qui contrôlaient les lieux où nous devrions nous réunir. Nous ne sommes pas adressés au CNDD, puisque nous savions que la réponse était déjà connue. Et toutes les différentes correspondances que vous leur avez adressées sont restées sans suite, n'est-ce pas? Oui. Très bien. D'accord. Dites-nous, Monsieur le Premier ministre, quand vous avez rencontré dans la matinée du 28 septembre, ce jour fatidique, quand vous avez rencontré le colonel Tchekoro,
vous avez échangé avec lui pendant une dizaine de minutes ou 22 minutes. Est-ce qu'honnêtement, vous avez vu à lui, comme étant membre du CNDD, qui voulait que vous manifestiez librement, tranquillement, au lieu indiqué? Mais ce jour-là, le colonel Thiegoro ne voulait pas qu'on tienne notre meeting. Voilà. Il ne voulait pas que vous teniez votre meeting. Oui. Très bien. Très bien. Donc, de là, puisque son opposition a été soit tacite ou expresse, tout ce qui adviendrait au stade, on ne peut pas dire qu'il y en est étranger. On est d'accord? Parce qu'il s'opposait, ici opposé farouchement. M. Thiegoro étant dans le box des accusés, le tribunal tranchera cette question. D'accord. D'accord. Bien. Excellence, Monsieur le Premier ministre, parlons des circonstances dans lesquelles vous vous êtes retrouvé à la clinique Pasteur. Vous aviez dit ici qu'effectivement, il y avait le colonel Thiegoro, il y avait M. Marcel, il y avait le commandant Toumba, n'est-ce pas? Au stade? Non, à la clinique Pasteur. Non, pas à la clinique Pasteur, mais c'était plutôt Ambroise Paré. Ok, Ambroise Paré, autant pour moi. Très bien. Est-ce que ça ne vous dit rien de voir la présence d'un membre du gouvernement, de ministre d'État, M. Colonel Thiegoro, et que ce soit un sous-officier qui brandisse une arme, une grenade, pour faire sauter complètement la clinique, à sa présence? Ça ne vous dit rien? Et vous savez que ce jour-là, c'est le commandant Toumba qui nous a amenés à la clinique. Nous ne pouvions pas imaginer que d'autres soldats pouvaient nous suivre là-bas. Parce que cette destination n'était connue que de Toumba lui seul. Et ça veut dire que nous avons été suivis par le colonel et aussi Marcel à partir du stade et qu'ils ont suivi la voiture de Toumba. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont suivis et nous l'avons compris lorsque on a voulu nous introduire à l'intérieur de la clinique et qu'il y a eu opposition de la part de Marcel. Oui, mais Monsieur le Premier ministre, sur les lieux, on a bien noté la présence du colonel Thiegoro. Et que sur les lieux, il était non seulement un membre du gouvernement, un ministre d'État, le plus haut gradé. Ce qu'on ne comprend pas, pourquoi il n'a pas cherché à anéantir les menaces de M. Marcel. J'ai répondu à cette question la semaine dernière. Il a essayé timidement, mais franchement, il n'est pas allé loin. Il n'a pas usé de toute son autorité. Et Marcel, d'ailleurs, n'était pas dans les dispositions d'écouter quelqu'un. Donc, mais vous ne savez pas pourquoi il n'a pas tenu coûte que coûte à anéantir les agissements de M. Marcel. Vous n'avez pas su le pourquoi. Il a essayé timidement et puis il a laissé passer. L'autre a continué les menaces. Non, je ne connais pas les raisons. Voilà. Je vais vous en donner les raisons. C'est parce que simplement, M. Marcel était, après le président de DIS, le plus fort du membre du CNDD. Il n'avait de compte à rendre à personne, sauf au président, M. Dadis Camara. Oui, cela peut être possible. Non, la preuve est que, quand même, ils sont allés à l'Abbé, la ville de Conakry a été confiée à M. Marcel. Question. Et savez-vous, monsieur le Premier ministre, que si M. Marcel mettait quelqu'un en prison au camp, personne ne pouvait le faire sortir? Vous le savez-vous? Peut-être que c'est la raison pour laquelle il voulait nous amener nous aussi au cas Al-Fayr. Peut-être. Saviez-vous également que la mission d'éliminer physiquement l'ensemble des leaders était confiée à M. Marcel au stade du 28 septembre? Vous le saviez? Je pense que, en tout cas, il y avait des intérêts à ce que tout cela se fasse de cette manière. On ne pourra jamais parcourir l'étendue d'atrocité de M. Marcel. C'est énorme, monsieur le Premier ministre, c'est très énorme.
Et je ne vous parlerai non plus des événements qui sont passés après le 3 décembre. Le carnage qu'il a commis dans la ville de Conakry, M. Marcel. Bien. Monsieur le Premier ministre, savez-vous pourquoi le professeur Alpha Condé n'a pas assisté à ce meeting gigantesque au stade du 28 septembre? Je n'ai aucune idée. Moi, je n'ai su son absence qu'après les événements. Okay. Parce que nous étions tous présents, je ne l'ai pas vu. C'est là où j'ai constaté que M. Alpha Condé n'était pas avec nous. Non, je vous informe, c'est parce qu'il était au courant que même sa mort était programmée. Ainsi que celle de tous les autres leaders, et les missions étaient réparties. Peut-être. Voilà. Et M. Marcel, notamment, avait la mission de s'occuper des leaders. La manière dont ils se sont acharnés sur nous indique clairement qu'on ne voulait pas de bien. On ne voulait pas du bien du tout. C'était vraiment une brutalité inouïe qui a été exercée sur nous ce jour-là. Et d'ailleurs, j'ai amené des photos avec la permission du président pour montrer au tribunal un certain nombre de victimes. Et quand vous regardez sur cette photo, si le président accepte que je lui donne une copie, vous avez sur cette photo, si je peux vous envoyer une copie, Monsieur le Président. L'interprète est là, il n'est pas là. Enfin, maître, aidez-nous à faire venir ces photos-là. Et aussi aux membres du tribunal et même aux avocats. Vous aimez aller trop vite en besoin. Pardon. Envoyez. Oh, je vais donner une copie. Oui, mais on vous envoie les photos. C'est pas pourquoi vous aimez aller vite en besoin. Voilà. Il y en a encore pour les autres. Hein? Attendez. C'est bon, hein? Voilà. Oui, allez-y, monsieur. Monsieur le Président, si vous regardez sur cette photo, vous verrez l'ampleur de la violence qui a été infligée ce jour-là aux leaders, à certains leaders. Il y a beaucoup d'autres leaders qui ont été blessés, mais vous avez sur cette photo au moins 6 acteurs principaux. Et comme vous verrez, chacun d'eux a des blessures graves sur la tête, parce qu'ils ont reçu des coups de crosse sur la tête. Et quand on sait le rôle de la tête sur l'organisme humain, vous pouvez vous imaginer que c'était des trucs qui pouvaient donner des traumatismes crâniens. Certes, vous verrez que moi j'ai été blessé au coude, mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas reçu des coups sur la tête. J'ai reçu des coups violents sur la tête. Et d'ailleurs, lorsque nous étions à la clinique Pasteur, le soir, au moment où notre porte-parole, le regretté Jean-Marie Doré, nous faisait le récit des sévices qu'on lui a imposés, parlant de Marcel et des autres, Sidia s'est tourné vers moi, parce qu'il était avec moi à l'intérieur du stade lorsque j'ai reçu le violent coup sur la tête de Marcel. Il m'a dit, mon frère, vraiment, tu as une carapace sur la tête. J'ai pensé que ta tête allait éclater. Certes, moi je n'ai pas eu de blessure sur la tête, mais j'ai eu des douleurs intenses dans la tête, sur le crâne. Mais moi j'ai eu plutôt des blessures au coude. Ces photos montrent à suffisance, Monsieur le Président, que ce jour-là, il y a eu violence contre les leaders. Ces photos montrent aussi que ce jour-là, nous pouvions être atteints de graves atteintes médicales, allant jusqu'au traumatisme crânien. Mais, Monsieur le Président, nous parlons de crimes ce jour-là. J'ai été, depuis avant-hier, j'étais très triste.
triste parce que je ne savais pas, comme je n'étais pas en Guinée, qu'une de nos militantes qui avait été l'objet de viol ce jour-là n'avait pas le dossier, certainement que c'est dans votre dossier. J'ai appris seulement il y a 48 heures que cette personne était décédée parce que simplement, le lendemain du 28 septembre, le 29 septembre, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai fait le tour de toutes mes militantes qui avaient subi des sévices au stade. Je suis allé dans sa famille. Elle était mariée à un homme polygame. Quand nous sommes arrivés en plein jour, sa coépouse s'est levée et a commencé à parler. Ce que j'ai entendu ce jour-là, c'est ce que beaucoup d'autres femmes ont entendu. Elle disait, voilà ce qui est arrivé, voilà, c'est le reste des militaires. On a fait ce qu'on veut d'elle, il ne reste plus rien. Son mari était assis. Je ne savais pas où me mettre. Je suis allé vers elle pour essayer de la calmer. Elle n'a pas voulu. Celle-là subissait ce jour-là une double humiliation. Mais ce n'était pas tout, Monsieur le Président. Je viens d'apprendre que cette dame avait été infectée de VIH-Sida, que son mari aussi a été infecté et elle est décédée de suite de cette contamination, de même que son mari. Plusieurs femmes, Monsieur le Président, ont vécu ce genre d'histoire. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai dit depuis avant-hier qu'il faut que justice soit rendue. Et je tenais à vous donner cette information parce qu'elle dénote clairement les conséquences de cette brutalité inexplicable de cette journée tragique. Voilà, Monsieur le Président. Question. Bien. C'est vraiment difficile même à entendre. Bien. Monsieur le Premier ministre, vous avez certainement su que suite aux événements du 28 septembre, c'est le pillage des domiciles des leaders qui s'en est suivi. Ça, vous l'avez su, n'est-ce pas? Je suis témoin de ce qui est arrivé sur Sidia, puisque je suis allé la nuit du 28 au 29, lorsqu'on nous a libérés. Et nous n'étions pas deux, nous étions avec le ministre Koutoubou. Nous avons constaté que le domicile de Sidia avait été saccagé. Nous l'avons constaté. Et j'ai appris après que et le domicile de Sidia et le domicile de Jean-Marie avaient été pillés également. D'ailleurs, nous l'avions appris avant de quitter la clinique. Mais j'ai vu chez Sidia. Pour Célou et Jean-Marie, je ne suis pas allé chez eux. Mais je peux confirmer pour Sidia Touré. Je voudrais juste vous préciser que la façon dont... Bon, vous demandez si vous saviez que la façon dont ils ont pillé le domicile de feu Jean-Marie Doré, c'était vraiment extraordinaire, c'était bizarre. Parce qu'ils l'ont fait avec haine, avec hargne. Parce que d'après eux, M. Jean-Marie Doré s'est soustrait d'eux, s'est joint aux autres pour faire perdre le pouvoir de ce que C.C. Raphaël avait dit ici. S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, avez-vous su que le domicile de M. Jean-Marie Doré a été pillé avec haine, avec hargne, plus que les autres domiciles de leaders? Oui, je le sais, parce que nous, quand nous étions à la clinique, on a eu des informations que son domicile avait été saccagé. Et d'ailleurs, dans le récit que Jean-Marie même nous a fait à la clinique, il a été l'objet de sévices graves, parce qu'on le considérait comme un traître. Et c'est ce qu'il nous a dit. Là-bas, ils sont allés tirer sur les arbres, sur les poussins, sur tout ce qui bougeait. Je n'ai pas vu moi-même, je ne suis pas allé chez Jean-Marie Doré, mais j'ai appris que son domicile avait été saccagé, on a vu des photos. Bien. Puisque vous avez eu à côtoyer Feu Jean-Marie après les événements du 28, est-ce qu'il vous a parlé de la présence de Lilimo au stade du 28 septembre? Il l'a dit même, je crois, sur son PV, il a dit qu'il a vu des gens de Lilimo. Nous n'étions pas avec Jean-Marie parce que ce jour-là, j'ai vu Jean-Marie faire son entrée, mais je n'ai plus suivi le sort qui lui a été réservé. Nous l'avons seulement retrouvé sur l'esplanade. Il n'était pas avec nous au moment des supplices que nous avons subis. Bien. Monsieur le Premier ministre, pour finir, je veux poser une question par rapport au commandant Toumba.
D'après tout ce qui s'est passé, si aujourd'hui on vous demandait de confirmer effectivement si M. Toumba était parti au stade pour sauver les leaders, allez-vous confirmer cette thèse ou l'infirmer? Franchement, j'ai répondu plusieurs fois à cette question qui est au cœur du débat devant ce tribunal. Je dirais encore une fois que si je regarde le modus operandi de ce jour-là, la manière dont Toumba est venu vers nous et la manière dont il nous a sauvés, comme je l'ai dit, de la fournaise du stade du 28 septembre, la manière dont il nous a amenés à la clinique pour nous soigner et la manière dont il nous a amenés à l'état-major, je considère d'ailleurs que c'était l'endroit qu'il avait estimé qu'il pouvait nous sécuriser. Certainement, c'est pour ça qu'il nous a amenés à la gendarmerie. Parce que si Toumba nous voulait du mal, il allait nous amener au camp Al-Fayher. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu nous déposer au PM3, qui était un lieu de détention connu, ou au CMS. Il ne l'a pas fait. Il a estimé certainement qu'on pouvait avoir la vie sauve à la gendarmerie. Et quand je vois le modus operandi de ce jour-là, franchement, je dirais que Toumba nous a sauvés. Je ne sais pas comment il est arrivé au stade, mais en tout cas, quand il est arrivé au stade, il n'a posé que des actes positifs à notre égard. Et ça, je le confirme. Très bien. Vous le confirmez pendant que M. Marcel se débattait comme un lion dans un couloir pour vous obtenir, pour vous déposer au camp et pour en découdre avec vous, n'est-ce pas? Il l'a dit clairement à la clinique Ambroise Paré qu'il fallait qu'on nous amène au camp Al-Fayher. C'était l'objet de la dispute entre lui et le commandant Toumba. Très bien. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Pas de questions pour les victimes, les parties civiles. Oui. Une nouvelle question maintenant. Merci, Monsieur le ministre. À la suite donc de mes collègues du parquet, je vais également vous poser quelques nouvelles questions. Alors, la première, selon vous, en tant qu'homme d'État, pourquoi le CNDD, à l'époque des faits, avançait des arguments pour faire porter la responsabilité des massacres survenus au stade du 28 septembre et environ? Mais naturellement, parce que le CNDD s'était rendu compte de la gravité des crimes qui avaient été commis. Le CNDD savait que la communauté internationale s'était saisie de cette question. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les pays amis comme la France, les États-Unis d'Amérique, les Nations Unies, le CNDD savait que les crimes qui avaient été commis, tout le monde faisait porter la responsabilité au CNDD. Donc pour eux, il fallait trouver des boucs émissaires et donc faire porter aux forces vives la responsabilité de cette tragique journée. Merci. Monsieur le ministre, après les massacres, le stade a été nettoyé. Les corps ont disparu. Les documents médicaux ont été subtilisés. Est-ce que, à votre avis, le CNDD avait l'envie que toute la lumière soit faite sur cette affaire? Je pense que ces éléments sont dans le dossier qui sont devant le tribunal et qui, si elles sont avérées, sont des preuves irréfutables de leur responsabilité. Monsieur le ministre, on vous a parlé à cette barre de remords entre vous, victimes, et ceux qui ont préparé ce massacre, qui l'ont planifié et qui l'ont mis à exécution. Entre ces deux parties, qui devait être reproché par le tribunal de sa conscience? Je pense que, je l'ai dit la semaine dernière, nous, on a le cœur meurtri quand on pense à ce qui s'est passé. Et tout à l'heure, quand je vous faisais le récit de cette dame qui est décédée à la suite de ce qui s'est passé au stade, nous sommes tristes. Mais le remords devrait venir de ceux qui ont donné l'ordre aux soldats d'aller massacrer les gens. Je pense que ce remords-là doit être manifesté par eux et ils doivent pouvoir le dire devant ce tribunal. Monsieur le ministre, la légalité de la démarche des forces vives ont été débattues devant ce tribunal.
Il avait même été dit que les forces vives à l'époque n'ont pas respecté la législation en vigueur. Vous accepterez donc que je vous lise cette partie et vous posez la question ensuite. Le cadre juridique. Je suis dans le rapport de la Commission internationale d'enquête, page numéro 8. Droit interne. La Constitution du 23 décembre 1990, la loi fondamentale de la Guinée a été suspendue le 24 décembre 2008. À l'exception du titre 2, celui-ci mentionne les libertés et droits fondamentaux des citoyens, en particulier la liberté d'expression et d'opinion, article 7, ainsi que le droit de manifestation et de cortège, article 10. L'article 22 permet de restreindre ces libertés et droits uniquement si cela est indispensable au maintien de l'ordre public, étant précisé que les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois ou trouble manifestement l'ordre public peuvent être dissous. En vertu de l'article 59 de la Constitution, les principes fondamentaux relatifs au maintien de l'ordre public sont fixés par la loi. En l'occurrence, les articles 106 à 122 du Code pénal du 31 décembre 1998 et la loi dite anti-casse de 2005, qui réglemente les attroupements, réunions, cortèges et défilés dans les lieux publics. Conformément à l'article 110 du Code pénal, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage de la force qu'en cas d'attroupement sur la voie publique et si des violences sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le train qu'ils occupent ou les postes et les personnes dont la gare leur est confiée. Selon les principes universels de l'usage de la force rappelés à l'article 9 du Code de la déontologie de la police nationale guinéenne du 11 août 1998, un tel usage doit toujours rester proportionné au but à atteindre. Monsieur le ministre, vous venez de suivre le cadre légal. Alors, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut qualifier la marche des forces vives contraire aux lois de la République de l'époque? Absolument. Je pense que nous l'avons largement expliqué la semaine dernière. Et pas seulement les lois nationales que vous venez de rappeler avec justesse, mais aussi toutes les conventions internationales et les traités internationaux auxquels la Guinée a souscrit et qui avaient force de loi en Guinée. Et ce sont ces droits reconnus par ces textes juridiques que sur cette base que nous avons agi. Nous étions donc dans la légalité. Merci, Monsieur le ministre. Dernière question. Dans la lecture tout à l'heure, vous aviez entendu parler de la proportionnalité. Vu que c'était de simples manifestants qui n'avaient rien, qui ne faisaient que prier sur le stade du 28 septembre, d'autres chantaient l'hymne national, est-ce qu'on doit même parler de proportionnalité vu qu'il n'y avait même pas d'attaque vis-à-vis des agents de la force publique? Cela saute aux yeux clairement. Les forces de sécurité n'étaient pas menacées, nous n'étions pas sur la voie publique, nous n'étions pas là pour attaquer les biens de l'État ou des citoyens. Nous étions dans un enclos fermé et il n'y avait aucune attaque contre les forces de défense et de sécurité. On ne peut en aucune manière parler de proportionnalité puisqu'il n'y avait pas d'attaque contre les forces de défense et de sécurité. Au contraire, nous étions l'objet d'une agression. C'était tout simple, c'était ça. C'était une agression contre les populations civiles. Une attaque massive contre les populations civiles et qui, d'ailleurs, est un élément constitutif des crimes contre l'humanité. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Oui. Vous vouliez poser des questions? Allez-y.
Monsieur François Lonsenifal, c'est ça? Oui. Très bien. Je voudrais, à l'occasion de votre comparution qui se fait maintenant, me faire comprendre par la première question que je voudrais vous poser concernant votre statut à cette barre. Est-ce que vous connaissez votre statut à cette barre? Oui, je comparais devant ce tribunal en tant que partie civile. Comment? Contre ceux qui ont perpétré les crimes du 28 septembre 2009. Très bien. Je suis un peu confus lorsque je vous entends dire que vous n'êtes pas venu à l'audience de ce tribunal pour accuser ni pour disculper quelqu'un. Est-ce que vous savez que, en comparaissant par devant ce tribunal criminel, comme pour vous faire admettre comme une victime des événements du 28 septembre, vous accusez? Vous êtes un avocat chevronné. Parfaitement. Et lorsqu'on porte plainte en tant que victime, on accuse ceux qui vous ont porté tort. Très bien. Cette accusation est portée contre ceux qui ont massacré les populations, ceux qui nous ont mis dans cet état. Donc je suis ici en tant que victime et je dois prouver devant le tribunal qu'il y a des gens qui ont perpétré des violences contre nous. C'est à ce titre que je suis là. Je suis content, monsieur Fall. C'est l'équivoque là que j'avais voulu qu'on lève. Quand vous venez dire par devant le tribunal de ce siège que vous n'êtes pas là pour accuser, ni pour disculper, vous venez de donner la vraie réponse. Maintenant, nous passons à une autre question. Je voudrais que nous parlions de l'origine de l'organisation de la manifestation du 28 septembre. Monsieur Fall, est-ce que vous maintenez la déclaration contenue dans votre procès verbal d'audition de partie civile? Je pense que nous avons... Selon laquelle, je n'ai pas fini, monsieur, s'il vous plaît. Selon laquelle nous tenions, je tiens de vous bien sûr, ce sont vos propos, nous tenions régulièrement nos réunions à Taouia, au siège de mon parti. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, monsieur Fall? Mais bien sûr qu'avant même les événements du 28 septembre, les forces vives se réunissaient régulièrement. Très bien. La conspiration a commencé là. Monsieur Fall, entre vous et monsieur Alpha Condé au demeurant. Laissez-moi finir, je vais vous poser la question. Au demeurant, avant de prendre l'initiative de la manifestation du 28 septembre. Vous savez, je ne vais pas vous laisser faire à cette commentaire. Nous sommes à la reprise. Hein. Oui, monsieur le président. Voilà, donc c'est les questions maintenant et de nouvelles questions. Tout à fait, monsieur le président. Allez-y avec les questions, pas de commentaires. Vous êtes entré en intelligence avec monsieur Alpha Condé. Je dis bien en intelligence avec monsieur Alpha Condé. À l'effet de faire appel aux autres leaders politiques. La question est de savoir, oui ou non, c'est vous et monsieur Alpha Condé, parlant de complot, qui avez pris l'initiative d'inviter les autres leaders à l'effet d'organiser la manifestation du 28 septembre. Cela, c'est une question qui m'amuse. J'ai répondu à cette question. Nous n'avions aucune raison, et moi personnellement, à l'époque, je n'avais pas les meilleures relations avec Alpha Condé à cette période-là. Je me demande bien et pour quelle raison on serait rentré en intelligence pour faire un complot. Complot contre qui? Nous étions réunis, toutes les forces vives, partis politiques, syndicats,
Société civile, nous avions l'appui de toute la population. Nous étions réunis pour œuvrer pour la restauration de l'ordre constitutionnel en Guinée. C'était ça l'objet de nos réunions. Si c'est ce que vous appelez complot, alors c'était un complot en faveur du peuple de Guinée. Oui, c'est ce que j'appelle complot. Lorsque vous avez pris l'initiative de tenir des réunions à l'effet d'évincer par tous les moyens le pouvoir qui était en place à l'époque, par voie de manifestation. C'est une question. C'est une question. Oui. Les comploteurs ne se réunissent pas en public. Les comploteurs se réunissent en cachette. Nous tenions une réunion en plein jour. Je ne me rappelle pas un seul moment que les forces vives aient tenu une réunion la nuit. On se réunissait toujours le matin, en plein jour, dans un espace ouvert, accessible à tous, car nous savions même que nous étions infiltrés par des éléments du CNDD. Alors si le complot doit se faire sur la place publique, si on doit préparer un complot sur la place publique, alors, maître, je vous dirais que nous sommes de mauvais comploteurs. Mais nous ne l'étions pas, malheureusement. Très bien. Vous avez, en vous parlant de ce complot, qui est le nœud réel ayant abouti aux événements du 28 septembre, vous avez soutenu ici que vous veniez de Bangui et que les réunions que vous avez tenues, vous les teniez au siège de votre parti. Et ce faisant, vous avez bien voulu, en organisant ce complot, M. Fall, faire revivre en République de Guinée le scénario des îles Comores et des cas précédents vécus dans d'autres pays africains. La question, s'il vous plaît. Oui ou non? Je suis au regret de vous dire que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit ici. Quand j'ai dit que je revenais de Paris, c'est après le 28 septembre. Lorsque je venais pour adresser aux forces vives, je venais de Bangui. Je ne venais pas de Paris. C'est après le 28 septembre que nous nous sommes tous retrouvés à la fin à Paris. Mais je tiens à vous dire encore une fois qu'en tant que Guinéen, l'histoire guinéenne nous rattrape. L'idée de complotite. Il faut qu'on l'extirpe de nos mentalités. Vous êtes encore à ce stade. Nous devons nous comprendre sur la question du complot, M. Fall, parce que c'est ce qui vous a conduit au stade. Et ce complot avait deux directions. Vous allez me dire si vous allez confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire. Ce complot avait deux directions. La première direction, il fallait évincer à tout prix le pouvoir en place. C'était la première direction, en éliminant le président de la République. C'était la première direction. La deuxième direction, puisque votre collègue avec lequel vous êtes entré en intelligence, M. Alpha Condé, ne voulait pas avoir de concurrent, pendant la prochaine élection présidentielle, il fallait éliminer les leaders potentiels. C'était les deux directions de ce complot. Quel est votre avis? Donc, nous avons fait... Et c'est pourquoi, pardon, Monsieur le Président, c'est pourquoi, le jour même de la manifestation, M. Alpha Condé a quitté la Guinée, la veille. Et vous êtes resté pour encourager, exhorter les autres leaders politiques à venir au stade. Qu'en dites-vous, M. Fall? Maître, la raison humaine m'indique que je ne peux pas faire un complot, organiser une manifestation, et sachant que dans ce complot, l'ordre était d'éliminer tous les leaders, y compris ma personne. Alors, si je dois faire un complot pour me faire tuer, alors ça c'est un drôle de complot. Je vous dis encore une fois que je ne veux pas discuter de cette histoire de complot. Je laisse l'histoire de complot entre les mains de ceux qui l'ont évoqué devant ce tribunal. Et leur responsabilité, c'est de prouver devant ce tribunal qu'il y avait complot. Mais moi, je tiens à vous dire
que nous n'étions pas en complot pour éliminer le président de la République qui était à l'époque aux commandes. Mais nous étions dans une manifestation pour faire comprendre au CNDD que le pouvoir devait être restitué aux populations à travers des élections, un engagement qu'eux-mêmes avaient pris devant la Guinée et devant la communauté internationale. Et je crois que s'il avait accédé à cette demande, je pense qu'on aurait eu des élections apaisées, démocratiques, et le président du CNDD serait sorti par la grande porte, aurait été un héros en Guinée. Je le lui ai dit. Et je suis certain que lui, aujourd'hui, quand il regarde le passé, quand il fait une introspection, et certainement il se dit, oui, j'aurais dû faire cette élection, j'aurais pu être un grand monsieur, comme ATT au Ghana et d'autres qui ont organisé des élections et sont partis par la grande porte. C'est ce qu'on avait souhaité pour la Guinée. Le complot, c'est vous qui le dites. Vous devez prouver devant ce tribunal qu'il y avait un complot. Nous sommes des victimes. Oui, M. Fall. Je ne suis pas en train de dire que le complot était dirigé contre vous, mais plutôt, vous étiez l'initiateur, vous et M. Condé, du complot contre non seulement les autres leaders potentiels, mais également contre le président Moussa Dadis Camara. C'est ce que je suis en train de dire. Pas dirigé contre vous, non. Parce que vous étiez l'initiateur. Une autre question. Si c'est une question, je vous répondrai. Monsieur Fall, je suis en train de préciser, à l'attention bien sûr du tribunal, vous avez eu un langage diplomatique en vous exprimant à cette barre, pour des raisons purement politiques, savamment politiques, parce que vous êtes appelé à vous porter candidat dans le futur. Pour ce faire, M. Fall, vous avez tenté de faire comme si vous n'aviez pas l'intention... La question, s'il vous plaît, pas de commentaires. Posez des questions. Oui, monsieur, question. Vous avez alors voulu... Vous reprenez la même chose. Posez des questions, s'il vous plaît. Vous savez, je vous ai dit, nous Monsieur sommes à la Fall, reprise. Hein? Monsieur Donc, pas Fall, de commentaires maintenant, posez des Monsieur questions. Fall, lorsqu'un de mes confrères vous a posé la question par rapport au président Moussa Dadis Camara, vous avez dit que vous n'avez pas dit son nom. Mais pourtant, dans vos déclarations, vous avez dit que derrière Toumba Diakité, vous avez vu le capitaine Moussa Dadis Camara. Oui ou non, vous l'avez dit. Mais vous n'avez pas compris ce que je disais. Je voudrais que vous me fassiez comprendre. Ce que j'avais dit, si vous aviez compris, j'ai dit que pour nous, lorsqu'on voyait Toumba, on voyait le capitaine parce que l'image de Toumba était collée au capitaine Moussa Dadis Camara, au président du CNDD. C'est ce que j'ai voulu dire. Pas d'autres commentaires. C'était ça notre impression. Rien d'autre, rien de méchant. C'était ça. Rien d'autre. Merci, Monsieur Fall. Nous évoluons. Vous avez aussi soutenu dans votre déclaration, lorsque vous avez comparu devant le pôle des magistrats instructeurs, vous avez dit ceci. Notre requête en vue d'organiser la manifestation à l'intérieur du stade ayant été refusée, nous avons décidé de nous réunir à l'esplanade en vue de livrer notre message. Vous maintenez cette déclaration, messieurs? J'ai répondu plusieurs fois à cette question. Très bien. Depuis le début de ma comparution devant ce tribunal et franchement, je ne voudrais pas revenir sur des questions auxquelles j'ai déjà donné réponse et qui sont consignées déjà dans les registres du tribunal. Je voudrais Ça veut dire que vous sur ces maintenez questions. cette déclaration, messieurs. C'est très bien. Vous savez que votre collègue Baouri, qui était le président de la commission d'organisation, était déjà là avant votre arrivée.
Et c'est ce que vous êtes en train de conforter en disant que votre manifestation à l'intérieur du stade vous a été refusée. Vous avez donc pris la décision de tenir votre meeting à l'esplanade du stade. La difficulté se situe où, M. Fall? La demande pour C'est pas une question, Je M. n'ai pas Fall. fini. Attendez. Je n'ai pas fini. Bon, d'accord. S'il vous plaît. Je vous en prie. Très bien. Lorsque les autorités communales de Dixine vous ont dit que le nombre des agents communaux qui devraient participer à votre encadrement, à votre protection était insuffisant, vous avez décidé, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, vous avez décidé d'organiser vous-même en assurant votre sécurité. Et si l'organisation a dégénéré, ne vous sentez pas être responsable de ce qui est advenu par la suite? L'organisation n'a pas dégénéré. Jusqu'au moment où nous sommes rentrés à l'intérieur du stade, tout se passait bien. Nous avons passé les messages qu'on devait passer à travers les radios privées. Chaque leader avait parlé. Nous avions presque terminé. Il y avait nos militants étaient dans la joie. Ça n'a pas dégénéré. On parle d'une manifestation qui a dégénéré. Quand vous venez, vous manifestez et puis vous terminez par la violence. Au contraire, l'ambiance bon enfant de ce jour-là a été troublée par la brutalité des forces de défense et de sécurité qui ont surgi et qui ont tiré sur d'innocentes personnes qui étaient réunies pour parler, discuter de leurs droits. C'est ce qui s'est passé. S'il y a une responsabilité, la responsabilité incombe à ceux qui ont non seulement donné l'ordre de tirer sur la foule, mais aussi ceux qui ont tiré sur la foule. Cette responsabilité, c'est à cela qu'il faut s'adresser. C'est eux qui ont fait dégénérer une réunion pacifique. Nous n'avions aucune responsabilité de ce qui s'est passé. Rien. Est-ce que vous savez que dans l'ancien code pénal, si je ne me trompais pas, les dispositions de l'article 258 et suivant de l'ancien code pénal prenaient pour responsable les organisations d'une manifestation qui dit... Est-ce que vous le savez? Heureusement que vous parlez de l'ancien code pénal. Parlons de l'actuel code pénal. Quand je vous parle de l'ancien code pénal, vous devez me comprendre, M. Fall. Je voudrais dire que c'est sous l'égide de cette loi, de cette code pénal, que les faits ont été commis. Nous étions... C'est ce que j'ai voulu vous dire. Je peux répondre? Bien sûr. Nous étions dans l'exercice d'un droit reconnu par les lois nationales et par les lois internationales qui sont au-dessus du code pénal. Que nous ayons décidé d'avoir ce meeting, c'était notre droit, conformément au pacte civil pour les droits civils et politiques. Nous étions dans l'exercice de ce droit. Il n'y avait aucune entorse à la loi. Ceux qui ont porté entorse à la loi, c'est ceux qui sont venus brutaliser des populations civiles et qui ont violé des femmes, qui ont massacré des personnes, qui ont blessé des milliers de personnes. Ce sont eux qui sont responsables. Nous n'avons aucune responsabilité en ce qui concerne les violences qui sont survenues ce jour-là. Monsieur Fall, on vous a dit, les autorités communales vous ont dit qu'ils ne pouvaient pas assurer votre sécurité. Vous avez dit, malgré tout ça, nous allons tenir notre organisation. Vous avez évolué, vous êtes venu au stade. Vous devriez tenir le meeting à l'esplanade du stade. Vous avez abandonné l'esplanade du stade pour aller à l'intérieur du stade, comme indiqué préalablement. Vous ne pensez pas en être responsable de ce qui a été provoqué par vous? Une autre question. Vous ne pensez pas que vous êtes à l'origine de ce qui est arrivé au stade? Une autre question. Vous avez aussi dit que vous avez dit ceci,
lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions, s'il vous plaît, vous avez dit plutôt, à la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants. J'ai demandé à mes collègues de rester sur place, parce que vous étiez le commanditaire, de rester sur place. Nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Tout à l'heure, nous allons découvrir la contradiction dans vos propos, monsieur Fall. Vous continuez, vous dites que Toumba Diakité était venu s'en prendre à vous, lui et ses collègues. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Vous faites confusion. Mais sur la question, fondamentalement, j'ai donné des réponses plusieurs fois à ce passage-là. Mais à aucun moment, Toumba lui-même ne s'est attaqué à nous. Mais j'ai répondu à cette question de façon très claire et plusieurs fois au cours des 48 heures de la semaine dernière. Je ne vais pas revenir sur les questions auxquelles j'ai déjà répondu. Je vous dis encore une fois que j'ai répondu plusieurs fois à ces questions et je pense que nous devons faire avancer les travaux de ce tribunal. Mes réponses sont déjà consignées. Je souhaite que je ne revienne pas sur ce que j'ai déjà dit. Poursuivant les questions, monsieur Fall. Poursuivant les questions. Vous avez aussi dit, nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidia Touré, Mokhtar Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les meneurs. Et aujourd'hui, vous variez complètement en faisant passer Toumba pour celui-là qui vous a sauvé, alors que, selon vous, il vous aurait arrêté étant considéré comme des meneurs. Pourquoi cette variation? Pourquoi cette contradiction dans vos propos, dans vos déclarations, monsieur Fall? Il n'y a aucune contradiction. Du moment où on nous a demandé de descendre, nous nous considérons comme étant des personnes qui étaient arrêtées. Il n'y a aucune contradiction. Maître, je pense que cela plaise ou non, je maintiens que Toumba nous a sauvé la vie. Je le maintiens. Je voudrais savoir également, est-ce que Jean-Marie Doré était avec vous à la loge officielle? Maître, on a expliqué de fond en comble que Jean-Marie n'a pas eu l'occasion de monter à la tribune. Très bien. Au moment où Jean-Marie rentrait au stade, c'est en ce moment où les militaires ont fait leur apparition. Vous savez que vous avez fait des déclarations en faisant allusion à celles des autres qui étaient avec vous au stade. Vous avez fait comme si tout ce que vous êtes en train de dire à cette barre, de manière très contradictoire, était conforme aux déclarations des autres, alors que ce n'est pas du tout ça. Lorsque Jean-Marie Doré soutient dans sa déclaration publique qu'il était entre les mains des miliciens de l'Ulimo, est-ce que vous pouvez vous substituer à lui pour dire que Jean-Marie Doré était entre les mains des militaires? Monsieur Fall, lui-même il dit qu'il était entre les mains des miliciens de l'Ulimo. Et vous, vous soutenez qu'il était entre les mains des militaires. Pourquoi cette position? Pourquoi vous avez cette position contre les militaires, alors que Jean-Marie Doré lui-même victime dit qu'il était entre les mains? Pourquoi cette variation? Pourquoi cette insistance? Si vous posez la question, laissez-moi répondre. À aucun moment, je n'ai douté que Jean-Marie a été entre les mains des militaires aussi, puisque dans le PV, vous verrez qu'il a clairement indiqué que ce sont les Marcel qui l'ont battu.
Et jusqu'à preuve de contraire, je ne considère pas Marcel comme étant un élément de l'ILMO. Je ne veux pas commenter la déclaration qui a été faite par Feu Jean-Marie Doré, puisque je n'étais pas avec lui, et je ne commente pas le procès verbal d'un autre collègue, puisque je n'étais pas présent. Chacun a dit au juge ce qu'il croit avoir vu. Et je voudrais me limiter à cela. Très bien. Toujours dans votre contradiction, toujours dans votre variation au cours de la déclaration que vous êtes en train de faire par devant le tribunal et à l'occasion de cette instruction qui se tient par devant le tribunal, vous avez dit devant les magistrats instructeurs, lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions tous ensanglantés. Maître, ce n'est pas votre place, s'il vous plaît. Comment? Était ensanglantés du fait de nos blessures. Il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour des soins. Si je vous comprends bien, Monsieur Fall, Toumba qui était à la tête du contingent, qui s'est attaqué à la foule, s'est rendu compte que vous étiez ensanglanté. Quelle est la question, s'il vous plaît? La question est de savoir pourquoi cette autre variation en disant que Toumba, puisqu'il s'est ravisé, que vous étiez déjà dans le sang, il est venu vers vous pour vous conduire à la clinique Ambroise Paré avant de vous déposer au lieu destiné pour l'arrestation, notamment l'état-major de la gendarmerie. Pourquoi cette variation? Il n'y a aucune variation. J'ai expliqué encore ce matin, à l'entame, que vu le modus operandi de cette journée de Toumba Diakité, il est loisible d'imaginer qu'il a mené une opération de sauvetage. Et je le maintiens. Toumba ne s'est pas ravisé qu'il nous avait blessés. Toumba a constaté que des gens nous ont battus sous ses yeux. Il a constaté que nous étions ensanglantés. Et c'est en ce moment qu'il a décidé de nous extraire des mains de nos assaillants pour nous conduire vers un endroit où on pouvait nous soigner. Toumba pouvait nous amener, s'il était dans le groupe de ceux qui étaient venus pour nous faire du mal. Rien n'empêchait Toumba de nous amener au camp Al-Faya, qui était le quartier général, là où Marcel voulait nous mener. Toumba ne l'a pas fait. Toumba aurait pu nous amener dans d'autres lieux de détention, par exemple, qui sont bien connus comme le PM3 et CMS et autres. Il ne l'a pas fait. Toumba aurait pu nous laisser entre les mains de nos assaillants au stade pour qu'ils nous achèvent. Il ne l'a pas fait. Toumba nous a conduits vers un endroit où non seulement on pouvait nous sécuriser, mais un endroit où on pouvait nous soigner. Et le seul endroit là, c'était une clinique médicale. Et c'est ce qu'il a fait. Et les autres commentaires sont de vous. Je ne peux pas en dire plus. Je pense que j'ai été suffisamment clair. Quand vous parlez, je vous laisse parler. Donnez-moi le temps de terminer, maître. Et quand je le dis devant ce tribunal qui a pris déjà note de tout ce qui a été dit au cours des 6 derniers mois et surtout au cours des 48 dernières heures de la semaine dernière. Depuis mon apparition ici, je n'ai pas varié d'un iota. Mes propos sont les mêmes et je ne voudrais pas les modifier. Je pense que je ne voudrais pas répondre à des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Encore une fois, maître, je tiens à vous le dire. Je ne répondrai plus à une question auquel j'ai déjà répondu 1000 fois. C'est votre droit et le tribunal pourra éventuellement apprécier puisque nous sommes là pour ça. Vous êtes souverain de le faire. Mais cela ne m'empêchera pas de vous poser des questions. C'est pourquoi je vous pose la question suivante. Toumba qui est venu vous arrêter, selon vous. Toumba qui vous a vu ensanglanté, selon vous. Toumba qui était à la tête d'un contingent militaire, selon vous. Pendant qu'il venait vers vous, où sont les leaders? Vous avez estimé qu'il était en train de vous arrêter pour être conduit à un autre endroit. Oui ou non, monsieur Pal?
Ce sont des propos à vous, mais je dis que j'ai répondu à cette question, je ne reviendrai plus là-dessus. Très bien. Le tribunal va tirer certainement les conséquences de droit de cette réponse, bien sûr. Toujours, parce que votre variation, la question qui vient, c'est par rapport à votre variation. Posez-la directement alors. Vous avez envie, oui ou non, vous avez envie. Parce que oui, l'aile militaire de votre complot était composée de Toumba Diakité et de Sekouba Konaté. Quelle est la question? Je reprends. Allez-y avec la question. Oui ou non? Monsieur, l'aile politique de votre complot, l'aile militaire de votre complot, qui était composée effectivement de Toumba Diakité et de Sekouba Konaté, et qui vous ont permis d'avoir accès au pouvoir, vous ne pouvez qu'être solidaire à M. Toumba Diakité, qui s'est battu pour vous à l'effet déverser le pouvoir et vous installer. C'est pourquoi vous tenez ce propos.